Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. À cause de lui, Ségolène Royal aurait annulé sa venue ce soir dans On n'est pas touché. Éric Nolot, le chroniqueur flingueur de l'émission de Laurent Ruquier, est l'invité de Plus Clair. De la pub après 20h dans une émission du service public. Si, c'est possible. C'était samedi aux Victoires de la musique sur France 2. Et Plus Clair vous dira comment la chaîne a fait. Nouveau scandale chez les Miss France. Selon le magazine Télé 2 Semaines, l'élection de Miss France 2009 serait une belle arnaque. L'Hebdo Télé affirme que le vote du public n'a pas pesé lourd face au choix du jury. Rémi Pernelet, rédacteur en chef du journal, sera sur notre plateau. Jade Goody, star de la télé-réalité et victime d'un cancer, une tragédie médiatique suivie par toute l'Angleterre. Nous sommes allés sur place, reportage. Pour commencer, menaces de mort reçues par le président de la République, par des membres du gouvernement et même par des chaînes de télévision, TF1 et France 2. Comment la presse a traité l'info? C'est avec Raphaël Baillot, Vincent Dupuis et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Des politiques et des patrons de presse qui reçoivent des lettres de menaces de mort avec des balles, c'est le mystère de la semaine. Quand l'affaire sort mardi, le traitement est différent selon les JT. France 3 parle de menaces terroristes parce que c'est le parquet antiterroriste qui est en charge de l'enquête. La section antiterroriste du parquet a été saisie. France 2 est en retrait en traitant l'info en 30 secondes et TF1 choisit d'envoyer un journaliste devant l'Elysée pour un duplex. Dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on se veut d'une discrétion absolue. La presse s'empare de l'info en début de semaine. Pourtant, l'affaire date déjà de plusieurs jours. C'est le Parisien qui en parle le premier, le 12 février dernier, en évoquant un mystérieux corbeau. Ce qui est intéressant dans l'affaire qui nous intéresse, c'est que ça se passe dans le sud de la France, à Béziers, et qu'il y a déjà un maire d'une petite commune qui, quelques mois plus tôt, a reçu un courrier du même type. Notre travail, c'est de recueillir et d'aller gratter ce type d'informations. Et c'est comme ça qu'on l'a récupéré. Je vous dirai pas par qui. Et si mardi tout s'accélère, c'est parce qu'Alain Juppé a reçu le courrier et les balles. Puis Rachida Dati, Michel Agneau-Marie et Christine Albanel. Sous la pression des journalistes, le parquet de Paris décide de communiquer. Il va communiquer parce que quelques journalistes les ont appelés en leur disant « Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça prend l'ampleur qu'on nous dit ?» Et donc, là, leur travail aussi, c'est de cadrer l'information. On apprend qu'en plus du président et des ministres, le PDG de TF1 et de France Télévisions sont visés. Information que nous ont confirmé les deux chaînes, mais aucune ne veut communiquer. Mercredi, un homme est arrêté. Cette fois, France 3 parle de l'affaire du corbeau, mais il est relâché jeudi soir. L'enquête reste ouverte. Un juge et des policiers en pleine perquisition dans une agence de presse, c'est inhabituel. Ça s'est passé lundi et Plus Clair était là. L'agence TAC Presse, qui fabrique des reportages pour plusieurs émissions de télé, s'est fait perquisitionner par le juge Bruno Lavielle, magistrat de Fort-de-France en Martinique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes venu faire chez TAC Presse? Vous ne voulez pas faire de commentaires? Tout a commencé le 30 janvier. Canal+ diffuse un documentaire produit par TAC Presse, Les derniers maîtres de la Martinique. Dans le reportage, le béquet Alain Huyghe des Pointes livre sa vision de l'esclavage et du métissage. Il y en a un qui sort avec des cheveux comme moi, il y en a qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille, avec des couleurs de peau différentes. Moi, je trouve pas ça bien. C'est pas. On a voulu préserver la race. Des propos qui choquent d'autant plus dans une Martinique en pleine crise sociale. Une enquête est ouverte le 10 février. C'est dans ce cadre que la perquisition de lundi a eu lieu. Le juge veut retrouver les roches, les enregistrements originaux de l'interview pour entendre l'intégralité des propos d'Alain Huyghe des Pointes. Mais pour les journalistes, il n'en est pas question, comme l'explique Romain Boltzinger, l'auteur du documentaire. Ils ont envie d'avoir les rushs. Or, nous, on est protégés par la loi, par l'article 109 du Code de procédure pénale, qui fait qu'on n'a pas à fournir nos sources et le détail des informations qu'on a pu recueillir. Seul problème, la loi française est bien floue. Elle autorise les perquisitions dans les entreprises de presse tout en garantissant aux journalistes la protection des sources. À l'échelon européen, c'est un peu plus clair, comme nous l'explique Alexis Gage, avocat spécialiste du droit des médias. La Cour européenne nous dit ces perquisitions ne peuvent être menées si et seulement si elles sont impérieusement nécessaires à la manifestation de la vérité. Donc la question qu'on peut se poser, c'est dans le cadre de l'affaire dont on parle, est-ce que le juge avait absolument besoin ou impérieusement besoin de mener cette perquisition
pour authentifier les propos du Becquet. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Lundi, le juge Lavielle est reparti bredouille. Le lendemain mardi, Alain Huyghe Despointes a été mis en examen pour incitation à la haine raciale et apologie de crimes contre l'humanité. On continue avec un séisme dans le monde merveilleux de l'économie des médias. Ça s'est passé en fin de semaine dernière. La valeur d'M6 a dépassé celle de TF1 à la Bourse de Paris. Une première depuis l'introduction en bourse d'M6 en 1994, relayée par les journalistes spécialisés comme Olivier Pinault de La Tribune. C'est un vrai changement. C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, je crois que TF1 valait 6 milliards d'euros. En bourse, c'était 2 fois plus que M6. Aujourd'hui, il valent à peu près la même chose, 1,3 milliard à la Bourse de Paris. C'est un vrai changement, c'est une vraie révolution. Alors comment expliquer cette tendance à la baisse ? TF1 comme M6 souffre d'un marché publicitaire mollasson, mais le groupe M6 limite la casse. Son chiffre d'affaires, moindre que celui de TF1, est tout de même plus stable. Le groupe a mieux assuré sa diversification, surtout sur la TNT avec la chaîne W9. Cela dit, TF1 est déjà en ordre de bataille pour se refaire. Ils ont déjà annoncé un plan d'économie de 60 millions d'euros qui devrait se traduire déjà en grande partie cette année. Gel des embauches, programme moins cher à fabriquer, à la Tour TF1, c'est économie à tous les étages. Le groupe n'a pas dit son dernier mot. La chaîne reste de très loin la plus regardée, avec 27,2% d'audience moyenne en 2008. Et la montée des chaînes de la TNT, créée en mars 2005, devrait se stabiliser dès l'année prochaine, selon les experts. On termine avec un sacré rififi au pays des vachettes. Yves Launois, le producteur d'Interville, est super furax. Jamais, au grand jamais, nous nous laisserons faire. Mais que se passe-t-il à Interville ? France 3 a bien recommandé l'émission pour cet été, mais le souci vient d'ailleurs. M6 lorgne de très près sur un jeu produit par Endemol. Wipeout. Voilà la bande-annonce de la version américaine de ce format diffusé l'été dernier sur ABC. Selon le producteur du jeu de France 3, certaines épreuves ressemblent étrangement à celles d'Interville, qui existent depuis 47 ans. Je mets en garde les productions et les diffuseurs, c'est que maintenant, à l'intérieur d'une émission, quand il y a des jeux qui sont pris d'un autre format comme Interville, ça devient de la contrefaçon. C'est même à la limite c'est de la contrefaçon, c'est même du pénal. Contrefaçon, pénal, M6 est prévenu et Yves Launois ne plaisante pas. Sa société Mistral Productions a déjà engagé des actions en justice contre Endemol et ABC pour la diffusion de Wipeout aux États-Unis. Pas de commentaire chez M6, mais Endemol nous l'a promis, il n'y a pas de polémique puisqu'il n'y a pas de copie. Allez, Telenovela, c'est fini pour cette semaine et surtout, gardez les yeux ouverts. Samedi dernier, les victoires de la musique sur France 2 à 20h35, plus de pub à cette heure-là et pourtant, regardez bien, il y en avait quand même dans l'émission. Vincent Dupuis. Regardez bien cette image, il y a de la pub dedans. On ne vous dit rien pour l'instant, mais on va tout vous expliquer. C'était samedi soir sur France 2, 20h40, les 24e victoires de la musique, présentées par Nagui. Bonsoir. Un programme diffusé après 20h sur le service public, donc a priori sans pub. Sauf que juste avant le début, la chaîne nous avait glissé un petit sponsor. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne le la aux victoires de la musique. Dans la possibilité de faire de la pub en prime time sur France Télévisions, les marques se sont recentrées sur ce type de sponsoring de programme. C'est ce que nous explique Michel Tellière de l'agence Aegis Media. C'est simple, la mécanique fonctionne avec des billboards. Les billboards, ce sont des petits films publicitaires. Donc il y en a en général un avant, un après. À l'intérieur de ce billboard, vous avez le droit de mettre des éléments visuels de votre code visuel, des éléments audio, votre signature de marque. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de mettre des produits. Une pratique tout à fait légale et courante, mais très encadrée par la loi. Il y a des règles très strictes, donc qui impliquent justement de ne pas être à l'intérieur des programmes. Alors peut-être ça va changer fin 2009, puisqu'il va y avoir le CSA qui va faire les adaptations par rapport à l'harmonisation européenne. Or, lors de la cérémonie de samedi, non seulement le Crédit Mutuel était présent avant et après programme, mais également pendant. Tout comme le Crédit Mutuel, partenaire fidèle de la musique sur le service public. Étienne Fimelin du Crédit Mutuel, partenaire des victoires de la musique, fidèle partenaire. Crédit Mutuel, et c'est la bonne nouvelle, sera toujours partenaire des victoires l'année prochaine. Un petit clin d'œil amical de l'animateur pour une marque qui fait beaucoup pour le sponsoring dans l'univers de la musique. Pour notre groupe, ça correspond à un choix stratégique. Et de ce point de vue-là, évidemment, les victoires de la musique sont tout à fait symboliques. Mais attendez, c'est pas fini. Regardez bien, un élément à l'image devrait vous rappeler quelque chose. La victoire est attribuée à Alain Bachung.
Le là que l'on retrouve ici ou encore là, eh bien c'est le même que celui du slogan du Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Alors est-ce que c'est tout à fait le hasard ? Je ne vous dirai pas que c'est une coïncidence. C'est vous qui leur avez demandé ? Ça fait partie de ce genre de parrainage, naturellement, fait l'objet d'une discussion et d'un accord. Et ceci fait partie de l'accord. Ah oui, c'est bien ce qu'on pensait, mais c'est pas vraiment de la pub selon le responsable de la communication du groupe. Le là n'est pas une marque en soi, donc c'est un attribut de la marque, donc c'est toléré par le CSA, il n'y a aucun problème puisque c'est très furtif en fait. Nous avons sollicité Nicolas Pernicoff, le directeur des divertissements de France 2. Après avoir accepté de nous rencontrer, il a finalement annulé notre rendez-vous et refusé de répondre à nos questions. Jusqu'à présent, le parrainage d'émissions rapportait entre 60 et 80 millions d'euros à France Télévisions. Ce chiffre devrait dépasser les 100 millions cette année. Les feuilletons quotidiens produits par les chaînes, ça passe ou ça casse, et ça casse souvent. Seconde chance sur TF1, c'est fini, faute d'audience. France 2 y avait aussi laissé des plumes l'an passé, mais M6 se lance quand même dans l'aventure. Lundi, enquête de Vincent Dupuy. Ça s'appelle un carambolage. Lundi, M6 lance à 17h une nouvelle fiction quotidienne, Paris 16e. T'es pauvre et eux, ils sont tous riches, donc t'attends pas à être accueilli à bras ouverts. Produit par la société Calt, déjà auteur de Caméra Café et Kaamelott, cette série se déroule à Paris et reprend tous les codes de la grande saga familiale. Paris 16e, c'est l'histoire d'une jeune fille, Lorraine, qui débarque de sa ville de province à Paris et qui se retrouve projetée dans un univers un peu dingue des très riches. Dans le 16e arrondissement, d'où le titre Paris 16e. Pendant ce temps-là, TF1 ne donnera pas de nouvelles chances à Seconde Chance. Maintenant qu'on a la preuve de ta manipulation, ça va être licenciement pour faute grave. Sa fiction quotidienne et son budget de 30 millions d'euros pour 180 épisodes s'arrêtent le 1er avril, faute d'audience, à peine 16% en moyenne, alors que la chaîne espérait au moins 20%. En revanche, sur France 3, Plus belle la vie à 20h10 continue de cartonner. Dion, tu l'as réussi, hein. C'est vrai que pour une première, je suis assez content. 6 millions de téléspectateurs tous les soirs, plus que le JT de France 2, des spectateurs extrêmement fidèles. C'est une réponse au Loft, en l'occurrence, au programme de télé-réalité des autres chaînes qui arrivaient à fidéliser au quotidien, avec des programmes que l'on ne voulait pas faire sur France Télévisions, un public divers, varié, dans une problématique quotidienne de rendez-vous quotidien. Et c'est ce succès que les autres chaînes cherchent à copier. Paris 16e, la nouvelle série d'M6, tente de reprendre un maximum des ficelles qui ont fait le succès de Plus belle la vie. Des acteurs de toutes les générations, des intrigues simples pour un véritable divertissement familial. Encore rentré avec une fille hier, ça commence à bien faire, non? Tu te crois où? Mais chez moi, belle maman, chez moi. Alors tu es chez nous, nous sommes une famille et ça n'est pas un hôtel ici. T'es sûr? Reste à savoir si la mayonnaise va prendre pour M6, car depuis plusieurs années, les différentes tentatives ont été des échecs. Pas de secret entre nous déjà sur M6, 5 sœurs sur France 2 ou encore Seconde Chance sur TF1. Pourtant, les chaînes persistent, TF1 serait déjà en train de travailler à un nouveau projet de fiction quotidienne. Il faut quelque chose de pas trop compliqué et surtout qui reprenne les ressorts des telenovelas, c'est-à-dire les grands drames, l'amour, la trahison, la haine, des choses un peu marrantes, ce que fait d'ailleurs très bien Plus belle la vie. Et tout ça, ça a un prix. 170 000 € l'épisode pour Seconde Chance, 2 fois plus que ce que TF1 débourse en moyenne pour acheter un épisode d'une série comme Les Experts. Si les chaînes insistent, c'est aussi par obligation. 16% de leur chiffre d'affaires doit être consacré à la production d'œuvres françaises. T'as compris quoi? J'ai compris que tu veux que ça soit comme d'habitude, bling bling. En revanche, si la série est un succès, c'est le jackpot assuré, audience longue durée garantie. Ça peut durer plus de 25 ans comme Les Feux de l'amour, par exemple. Et c'est ça que cherchent aujourd'hui les chaînes. C'est ce Graal-là, pouvoir créer un personnage qui va durer 20 ans. Je t'ai dit de me foutre la paix. Tu comprends ce que ça veut dire ou t'es bête ? Nouveau scandale chez les Miss France. L'élection de Miss France 2009, selon le magazine Télé 2 Semaines, serait une belle arnaque et l'Hebdo Télé affirme que le vote du public n'a pas pesé bien lourd face au choix du jury. Alors, sur quoi s'appuie le journal pour le prouver? L'élection de Miss France est-elle en danger? Le rédacteur en chef de Télé 2 Semaines, Rémi Pernelet, est avec nous justement pour en parler. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Bonjour. Le 6 décembre dernier,
dernier, donc, Chloé Morteau, Miss Albigeois Midi-Pyrénées, est devenue Miss France. Et vous dites, vous, Rémi Pernelet, que cette élection était une arnaque, carrément. Vous y allez fort. Oui, on dit c'est une arnaque, c'est peut-être fort. Ce qu'on explique, c'est que c'était une arnaque, en tout cas, pour les téléspectateurs qui ont voté. Oui. C'est-à-dire que tous les téléspectateurs, plus de 500 000 votes ont été faits pour cette élection. Donc, ça représente pas mal d'argent. Et bien tous ces votes, ils n'ont servi à rien du tout. Sur quoi vous vous appuyez pour affirmer cela? Alors on s'appuie sur un document effectivement qu'on s'est procuré et qui est le véritable procès-verbal des appels téléphoniques, c'est-à-dire de l'évolution des votes avec les votes des téléspectateurs, le nombre d'appels, candidate par candidate, et le vote du jury. Ça, c'est un document top secret qui est déposé chez huissier. C'est un document qui, jusqu'ici, n'avait pas circulé, effectivement. Mais vous êtes donc, vous, persuadé que ce document ne peut pas être un faux. C'est un document authentique. C'est un document authentique. Et d'ailleurs, cet élément-là, Endemol, que nous avons contacté, qui produit l'élection Miss France, ne le conteste pas. Rappelez-nous, pour que ce soit bien clair, le règlement, la proportion entre le vote du public et le vote du jury. Alors, le règlement, dans le détail, est un peu compliqué. Dans l'idée, on nous dit c'est 50-50. Le vote du jury et le vote des téléspectateurs. Alors pourquoi vous dites aujourd'hui que cette élection de Miss France 2009 est un mépris du public ? Parce que on constate quand même que quand on a 89 000 téléspectateurs, 86 000 qui votent pour Miss Pays de Loire, 84 000 pour Miss Pays de Lorraine, 49 000, presque 50 000 pour Miss Bretagne et moins de 40 000 pour Miss Albigeois Midi-Pyrénées, donc Chloé Morteau, je dis que à quoi ça sert de faire voter tous les téléspectateurs? Je rappelle que ça rapporte près de 300 000 euros. Les votes des téléspectateurs. Qui touche cet argent? C'est TF1 et également Alors il y a les France opérateurs Télécom, téléphoniques bien sûr qui se répartissent. Bon, et Endemol. Et Endemol, TF1, l'opérateur téléphonique. Oui. Donc, ce qui je comprends bien, Chloé Morteau, qui a finalement été élue Miss France 2009, arrivait toujours loin derrière dans le vote du public, oui, c'est bien très ça? Loin derrière. En menant cette enquête, vous avez eu les membres du jury, oui. Vous les avez joints. Que vous ont-ils dit? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils avaient choisi Chloé Morteau finalement? Alors, déjà, premièrement, ils sont mal à l'aise puisque Lynn Renaud, qui était la présidente du jury, elle dit il faudrait supprimer le jury. Il faut que ce soit que les téléspectateurs qui votent. Ça prouve bien qu'elle a senti qu'il y avait un décalage, et c'est quelqu'un qui a le sens quand même du grand public, qui doit se sentir un peu mal à l'aise de voir un tel décalage entre leur vote et le résultat, et ce qu'a choisi les téléspectateurs. Alors côté Endemol, personne ne veut parler et ne veut réagir pour le moment. Savez-vous s'ils sont ouverts justement à une discussion sur des changements de règlement ? Écoutez, si on écoute Geneviève de Fontenay... Parce que vos propos sont quand même assez graves. Si on écoute Geneviève de Fontenay, elle nous dit qu'à Endemol, il pense qu'il faut changer quelque chose. Ça, c'est ce qu'elle dit. Si on écoute Sylvie Tellier, elle dit aussi que peut-être... Qui est présidente de Miss France et qui est Endemol. Elle dit que peut-être il faut changer quelque chose, mais que c'est pas le boulot de Geneviève de Fontenay de s'en occuper. Je sais pas, je sens des petits tiraillements entre Geneviève de Fontenay et Endemol en ce moment, à propos de l'élection de Miss France. Pas de réaction ni d'Endemol ni de TF1 TF1 non plus. Non, TF1 ne souhaite pas du tout. Vous avez cherché à avoir des réactions de TF1 ? Bien sûr, n'a pas souhaité s'exprimer là-dessus. Ça ne doit pas les arranger complètement qu'on mette en cause ce qui, quand même... n'est pas de leur seule responsabilité, mais se passe sur leur antenne. Merci beaucoup Rémi Pernelet d'être venu nous expliquer tout cela en détail. Je rappelle cet article qui paraît dans Télé 2 Semaines lundi. Merci beaucoup et on va regarder ensemble le zapping de la semaine. Retour sur le plateau de Plus Clair. Barack Obama est-il communiste? Les médias américains se posent très sérieusement la question. Débat animé et ambiance paranoïaque à la télé. Regardez, c'est dans le Média Planète avec Christophe Beaugrand. C'est préparé par Adrien Roa. Bienvenue dans Média Planète, toute l'actu internationale des médias en moins de 6 minutes. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Allez, c'est parti. Et on commence avec le mot de la semaine, socialiste. Socialism. Vous le voyez, on ne parle que de ça sur toutes les chaînes américaines. Barack Obama est taxé d'être socialiste à cause de ses mesures pour combattre la crise. À la chaîne Fox News, c'est tout particulièrement distingué. On connaît ses préférences républicaines. Et notamment l'éditorialiste Glenn Beck, un tout petit peu excessif, mais légèrement. Hey, I got an idea. If we're going to go down the road of socialism,
I mean, why not really go for it, huh? From the Western Front, our glorious revolution is starting to take hold. Mais alors pourquoi cette peur du socialisme et même du communisme? Barack Obama n'est pourtant pas le pire des révolutionnaires. Alors on est allé voir un spécialiste des États-Unis, l'historien François Durper. Bonjour François. Bonjour Christophe. Alors François, pourquoi le mot socialiste fait si peur que ça aux Américains? Il y a deux raisons qui font que les Américains ont peur du mot socialiste. La première, c'est que il y a eu quand même la période de la guerre froide. Et pendant la période de la guerre froide, eh bien, l'ennemi, c'était l'URSS, le pays du communisme. Et la deuxième raison, c'est que les valeurs du socialisme sont considérées par beaucoup d'Américains comme antinomiques avec les valeurs américaines. À tel point que les communistes, dans les années 50, à l'époque du McCarthyisme, eh bien, on les désignait sous le terme de un-American, c'est-à-dire non-américain. Mais certains magazines soutiennent aussi Barack Obama. Pour preuve, cette couverture de Newsweek qui titrait il y a quelques jours « Nous sommes tous socialistes désormais ». Direction la Grande-Bretagne avec ce scandale sur la BBC. Terry Burnell, une animatrice pour enfants à qui il manque un bras. Start off with a big yawn and a stretch all the way to the stars. And now let's splash our faces. Don't forget the soap. Depuis que Terry Burnell est à l'antenne, la BBC reçoit des tonnes de courriers de parents horrifiés qui refusent que leurs enfants voient le moignon de cette animatrice. La polémique a même rebondi jusqu'aux États-Unis. Terry Burnell s'est retrouvé il y a quelques jours sur le plateau d'ABC, la plus grande chaîne américaine, pour participer à un débat. It's not personal. I think that's really important to say that any disabled person in my position would face this, these kind of comments. Du coup, les associations qui luttent contre les discriminations faites aux handicapés ont pris fait et cause pour elle et plusieurs groupes Facebook ont même été créés pour la soutenir. Mais pour l'instant, la BBC tient bon, pas question de se séparer de Terry Burnell. C'est le succès, que dis-je, le carton inattendu de l'année aux États-Unis. It's the most dramatic season finale in Bachelor history, when Jason will choose between the two women he loves. Le Bachelor, 14 millions de téléspectateurs pour la finale diffusée il y a quelques jours aux États-Unis. L'émission a battu tous les records, meilleure audience depuis 5 ans sur ABC, alors que c'était pourtant déjà la 13e édition du Bachelor. Alors vous connaissez le principe, il s'agit d'un super beau gosse à qui on présente une brochette de belles jeunes filles et il doit choisir. I wanted to tell you something for a long time now, and that I am completely in love with you. Alors pourquoi cette version 2009 a explosé? Eh bien d'abord parce que l'émission n'avait pas été diffusée depuis longtemps, ce qui a visiblement créé un manque chez les téléspectateurs américains, mais surtout parce qu'il y a du bonus cette année. Oui, car Jason, le Bachelor, à l'issue de la finale, avait choisi Melissa, une pom-pom girl du Texas. Mais dès le lendemain, il l'a larguée pour retourner avec une autre candidate, Molly. Ce qui a donné lieu à 2 émissions spéciales en rab, The Bachelor After the Final Rose, après la rose finale. Résultat, encore plus fort, 17 millions de téléspectateurs pour ces feux de l'amour plus vrais que nature. I wish I could control what I was feeling. If life was that simple, I would do that. I would give you the world because you deserve all of that. And if I can control my heart and my head in a second, I would do that. You're such a bastard. À propos, si vous avez envie de lancer un nouveau Bachelor et si vous recherchez un beau gentleman célibataire, je suis là, hein? Non? Bon. Allez, à la semaine prochaine dans Média Planète. Mais moi, je veux bien que vous soyez mon Bachelor, Christophe, si ça peut vous faire plaisir. Depuis 3 semaines, Dr House a fait son retour sur TF1 le mercredi soir. Retour fracassant puisque cette semaine encore, il a réuni 9,5 millions de téléspectateurs. Dr House est le rouleau compresseur de TF1. Les recettes du succès, décryptage avec nos experts médias, c'est préparé par Jean Thomas. Je veux tous mes médecins personnels
rien qu'à moi en salle de réunion. Dr House est une série qui a été créée en 2004 par David Shore, qui est un des anciens auteurs de la série New York District. TF1, elle, la diffuse seulement depuis 2007, donc elle a commencé un peu timidement, deuxième partie de soirée, et là depuis quelques mois, le prime time fait que la série prend tout à coup une sorte d'éclat nouveau. En fait, Dr House n'est pas un médecin comme les autres, c'est un Sherlock Holmes médical. Pour la première fois, la série médicale devient une série policière, puisque le principe de la série repose sur une énigme, sur un cas médical à résoudre. Le Dr House est comme un peu le frère imaginaire du héros des experts. En fait, les infections sont des criminels, et le système immunitaire, c'est la police. L'un des ressorts du succès, c'est la finesse de cette série. Il y a des références permanentes à la télévision et à l'univers des médias. Oh, c'est moins bien que dans 24. C'est pas juste une série médicale, c'est une série avec un personnage qui parle de ce que les gens regardent à la télé, aiment à la télé ou n'aiment pas. Levez le doigt ceux qui n'ont pas d'assurance santé. Moi, j'en ai eu. Michael Moore avait raison. C'est quelqu'un qui, en apparence, est revêche, qui a des remarques sarcastiques pour son équipe. Vous êtes tous nuls. Qui boite, qui a cette fêlure au fond de lui-même. C'est ce qui en fait un être très intéressant, qui a une vraie profondeur psychologique. C'est un faux méchant. Et c'est ce que, au fond, les ménagères adorent. Je sais tuer un homme avec un seul pouce. Comme tout le monde. Hugh Laurie est un acteur britannique. Il avait peur de ne pas être retenu à cause de son accent. Patrick Dempsey, qui ensuite a été pris dans Grey's Anatomy, avait auditionné une dizaine de fois. Et pour décrocher le rôle, Hugh Laurie s'est mis dans sa salle de bain lors d'un tournage avec sa propre caméra vidéo. Et il s'est tourné un bout d'essai en accentuant un accent américain incroyable. As the philosopher Jagger once said, you can't always get what you want. Et il a été pris là-dessus. TF1, il coûte à peu près entre 250 000 euros et 300 000 euros l'épisode. Et il en rapporte bien plus puisque le spot de pub a été rehaussé de 90 000 à 98 000 euros les 30 secondes. Il y a 3 coupures pub dans la soirée. TF1 engrange 2,5 millions d'euros de recettes publicitaires en brut, ce qui fait que le Dr House est extrêmement rentable. Combien vous touchez ? 50%. Depuis février, les premiers épisodes diffusés dépassent les 38% de part de marché. C'est une réussite exceptionnelle. S'il y a un chiffre à retenir du Dr House, c'est le fait que 6 ménagères sur 10 sont scotchées devant la télé. Il faut au moins 5 belles nanas dans l'affaire. La semaine prochaine, TF1 programme du football le mercredi et a donc avancé Dr House au mardi. Grand combat, grande rencontre entre Nouvelle Star sur M6 et Dr House sur TF1. Il va sans doute pulvériser Nouvelle Star cette année, comme il l'avait fait l'année dernière. Et ça s'arrête là, point final. Absolument. Thank you. Voilà, et le match Dr House Nouvelle Star, c'est mardi soir. Le calvaire de Jade Goody devant les caméras. L'ancienne candidate du Big Brother britannique, condamnée par un cancer, a pris la Grande-Bretagne à témoin. Histoire d'une tragédie médiatique. Reportage à Londres de Christelle Ploquin. Le sujet de la semaine en Grande-Bretagne, c'était la star anglaise Jade Goody. Télévision, radio, tabloïds et sites internet ont suivi en temps réel son état de santé qui s'aggrave de jour en jour. Jade Goody, who's suffering from terminal cancer, has spent the day having tests done at the Royal Marsden Hospital in southwest London. Entre Jade Goody et les médias anglais, c'est une véritable histoire d'amour depuis 7 ans, depuis sa naissance médiatique dans le jeu de télé-réalité Big Brother en 2002. Nous sommes allés à Londres pour rencontrer son agent Max Clifford, l'ancien agent des Beatles et de Marlon Brando. Il reçoit plus de 50 demandes d'interview de Jade Goody par jour, y compris des journalistes les plus célèbres. Oprah Winfrey veut l'interviewer dans son show. Larry King également. Toutes les plus grandes émissions du monde entier se désespèrent de ne pas pouvoir l'interviewer. Elle est devenue la première star internationale de la télé-réalité. Depuis 7 ans, la vie de Jade Goody occupe les gros titres. Coupe de cheveux, régime, flirt avec un présentateur télé, naissance de ses 2 fils, sortie de son autobiographie, tout y passe. Jusqu'en août 2008, où elle participe à Big Boss, la version indienne de Big Brother, et où elle apprend, toujours sous l'œil des caméras, qu'elle est atteinte d'un cancer. Le 4 février dernier, tout s'accélère. Jade Goody apprend qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. Face à cette tragédie, elle veut vivre intensément ses derniers instants.
En 15 jours, elle organise son mariage et elle négocie l'exclusivité avec le tabloïd OK. Montant du deal, 800 000 €. Un joli coup pour le magazine qui a vendu plus de 2 millions d'exemplaires, soit 4 fois plus que d'habitude. Du coup, les journalistes des autres rédactions n'ont pas eu accès à la fête. Une véritable déception pour Dean Piper qui suit Jade Goody depuis 7 ans pour le magazine Closer. Malheureusement, tout le monde ne peut pas payer pour avoir les photos. Donc on suit l'histoire à notre manière. Vous savez, on est en contact avec plein de gens, ses amis, des gens qui ont grandi avec elle. Comme ça, on essaie de couvrir les événements le plus sincèrement possible. Jade Goody a aussi négocié une exclusivité avec la chaîne câblée Living TV. 150 000 € pour 4 documentaires sur la fin de sa vie, dont un qui sera diffusé après sa disparition. Face aux critiques, elle assume. Tout l'argent ira à ses enfants. Le dernier diffusé, c'était le 19 février. It's more if, since you last seen me, I'm practically bald now. I look like a chick, like one of those little newborn chicks. Vu la passion des Anglais pour la vie de Jade Goody, le succès d'audience est déjà assuré pour Living TV. C'est à double sens. Elle a utilisé les médias et l'a extrêmement bien fait pendant les 7 dernières années. Elle a aimé chaque minute de ce jeu-là. Les médias l'ont utilisé et ils l'ont extrêmement bien fait. Les deux fonctionnent encore extrêmement bien, l'un avec l'autre. Certaines rumeurs affirment que la mort de Jade Goody sera filmée, mais son agent assure le contraire. En tout cas, le sujet alimente les conversations. Un site internet à l'humour douteux promet même d'offrir un téléphone en cadeau à qui fera le bon pari sur la date de sa mort. Mais même après la disparition annoncée, la médiatisation de Jade Goody ne s'arrêtera pas là. Je pense que ces enfants vont forcément, quand ils vont grandir, ça dépend de ce qu'ils voudront faire, mais enfin vous savez, ils sont dans la sphère publique maintenant, alors ils pourront choisir eux-mêmes de devenir des célébrités. Mais bon, les enfants des stars deviennent automatiquement des stars aussi. Ces enfants seront déjà devant les objectifs ce week-end. Le dernier souhait de Jade Goody, célébrer leur baptême demain. De quoi alimenter à nouveau les médias la semaine prochaine. Ségolène Royal devait venir ce soir sur le plateau de Laurent Ruquier. Elle ne sera pas là. Selon un hebdo télé, elle aurait annulé parce qu'elle ne voulait pas être en face des deux chroniqueurs flingueurs de l'émission, Éric Zemmour et Eric Nolot. Elle dément. Alors, où est la vérité? Éric Nolot est aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour Eric Nolot. Bonjour. Alors avant de parler de vous et de votre personnalité à la télévision, un mot quand même sur cette annulation. Ségolène Royal qui ne viendra pas donc chez Laurent Ruquier ce soir. Non. Pourquoi a-t-elle annulé? Vous lui faites peur, Eric Nolot? Mais moi j'aimerais bien le savoir. Ce qu'il y a de troublant, c'est que apparemment les journalistes ont eu l'information avant, on n'est pas couché, en tout cas avant moi. Maintenant sur les raisons, moi je suis les deux versions officielles. D'abord on m'a dit en effet qu'elle ne voulait pas affronter Zemmour et Nolot, c'est-à-dire qu'elle voulait bien venir si on était absent du plateau pendant le temps où elle-même serait présente. Ça, franchement, je n'en sais rien. C'est télé7.fr qui donne cette version. Vous y croyez? Le problème, c'est que les fuites ont l'air de venir du bureau de Ségolène Royal. C'est ce qui me fait y croire. Maintenant, franchement, je ne peux pas vous dire je le sais, car je ne le sais pas. En revanche, la deuxième version, alors là, elle m'a estomaqué, ce serait parce que elle ne voulait pas d'interférence avec les photos parues dans Paris Match. Oui, voilà. Alors là, moi, ça m'a estomaqué parce que... Ça, c'est l'entourage de Ségolène Royal. Et Ségolène Royal elle-même qui communique et qui disent très clairement, suite à la publication des photos d'elle et de celui qui est présenté comme son compagnon dans les rues de Marbella dans Paris Match, elle ne veut pas brouiller le message, elle ne veut pas venir. Ça vous étonne? Ben, ça fait plus que m'étonner, ça me scandalise un peu parce que ni Zemmour ni moi ne sommes des journalistes people. Mais vous lui auriez parlé de ces photos dans Paris Match? Moi je ne crois pas. Pas du tout? Non. Alors selon Thierry Moreau de Télé 7 jours, il y a eu un déjeuner mercredi entre Ségolène Royal et Laurent Ruquier pour convaincre Ségolène Royal de venir quand même. Est-ce que vous confirmez? Je ne confirme ni n'infirme, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle ne sera pas là ce soir. Je crois qu'elle ne mesure pas les conséquences qu'aura cet incident. Ça peut paraître minime. Je crois que ça va écorner son image. Je crois que malheureusement, là, elle donne, si vous voulez, elle donne une preuve de ce dont on l'accuse un peu légèrement, c'est-à-dire de changer d'avis, de faire volte-face, d'annuler à la dernière minute, de pas trop savoir où elle va. Vous dites quoi, que c'est un caprice?
Moi, je dis que ça encourage, ou plutôt ça conforte tout ce qu'on entend de négatif à son sujet et que moi, je ne voulais pas croire. Mais là, je trouve que ça relève du caprice et j'ai peur qu'elle ne mesure pas le côté ravageur du buzz qui va se mettre en place et qui s'est déjà mis en place. Parlons de vous maintenant, Éric Nolot. Vous êtes éditeur pamphlétaire depuis 2007. Vous jouez le rôle du méchant chez Laurent Ruquier le samedi soir. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis, Éric Nolot, en 2 ans? C'est-à-dire que je me suis pas fait des ennemis sur la base de la méchanceté parce que je ne suis pas méchant. Je me suis fait des ennemis sur la base de quelque chose qui peut paraître surprenant, c'est-à-dire que j'ai exercé mon métier de critique. Laurent Ruquier, la production, me donne des livres, je les lis de la première à la dernière page, je prends des notes, je dis ce que j'en pense. C'est ça qu'on me reproche. En tout cas, vous privez pas de donner des avis très tranchés et souvent sévères. Des méchants à la télé, il y en a peu et vous faites partie du lot. On regarde. Nicolas Sarkozy veut une république irréprochable, et vous aussi, vous avez utilisé cette expression. Bien sûr. Mais d'un autre côté, vous traînez plus de gamelles et de casseroles que la quincaillerie du BHV. Donc, c'est positif, négatif. Vous avez été condamné pour plagiat, vous savez, pour Le Petit Prince de Belleville. Oui. Des emprunts à Ward Button. Alors, je crains que la même mésaventure ne vous arrive avec le roman de Pauline, parce que d'un point de vue stylistique, vous vous êtes très nettement inspiré d'un ouvrage très répandu. C'est les instructions de montage d'une bibliothèque Ikea. Vous voyez, c'est à peu près aussi impersonnel et c'est presque aussi ennuyeux à lire. Je confirme. Il vous arrive jamais d'avoir des regrets? Si, de ne pas y être allé plus fort. Je l'ai regretté plusieurs fois. Parce que par exemple, certaines des œuvres que je lis, je pense à tous les livres de Bernard-Henri Lévy ou au dernier livre de Charles Dantzig. C'est un tel degré d'imposture que les mots me manquent, paradoxalement, ce qui est un peu ennuyeux dans mon métier. On vous voit vous attaquer ou critiquer des écrivains extrêmement médiatiques. Vous-même, vous êtes un chroniqueur et un éditeur d'ailleurs très médiatique. Est-ce que c'est pas la même chose finalement? Mais moi, j'accepte la critique. Vous savez, on ne parle que des coups que je donne, mais j'en reçois. Je cite souvent ce fameux article de Marianne qui m'était entièrement consacré, illustré par une seule photo, celle d'une hyène. Voilà, vous m'avez déjà entendu pleurnicher pour ça, non? Bon, vous dites que vous donnez des coups et que vous en recevez aussi. Regardez, on a vu que vous n'aviez pas été tendre avec l'écrivain Calixte Beyala, ni avec le député maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui est par ailleurs un proche de Nicolas Sarkozy, on le sait. On leur a demandé de prendre votre place, petite inversion des rôles, et de jouer les méchants. Ils se sont lâchés, regardez. C'est bien ça. Il est suffisamment méchant, il est parfois même odieux, oui, vous voulez dire. Il est négatif surtout, il n'y a pas un auteur qui sait écrire, mais il est comme finalement beaucoup de critiques qui eux-mêmes ne font pas grand-chose, mais qui critiquent beaucoup les autres. Je retournerai volontiers chez Ruquier, même avec Nolot et Zemmour, ils ne me font pas peur. Il se voudrait aussi impertinent que les hardissons, sans en avoir la pétillance, cette espèce de luminosité qui en fait quelqu'un de beau à regarder, de gentil à qui on a envie de répondre. Car Monsieur Nolot en question, personnellement, et tous les gens ne le connaissaient pas avant que France Télévisions n'ait décidé de lui donner un éclat de lumière. C'est un bof comme on peut en trouver des millions en France. Non, il est juste quelque peu aigri. Ben, là, il y a eu le florilège de tous les clichés. Beauf, aigri, odieux. Voilà. C'est sympa? Je sais pas ce que ça veut dire, beauf, dans ce cas-là. Beauf, c'est quelqu'un qui n'aime pas les livres de Calixte Beyala. J'en viens à cette conclusion. Et en effet, elle a raison, nous sommes des millions dans ce cas, des millions de beaufs qui n'aimons pas l'immense talent de Madame Beyala. Un dernier mot, Éric Nolot, sur la passe d'armes entre Stéphane Guillon et Nicolas Sarkozy cette semaine. Le président aurait dit à plusieurs journalistes tout le mal qu'il pensait de la fameuse chronique de Stéphane Guillon sur Dominique Strauss-Kahn. Et Stéphane Guillon a tenu à lui répondre au micro de France Inter. On écoute. Alors ce matin, je suis à la fois ravi et flatté. Il paraît que le président de la République s'est plaint de moi la semaine dernière dans l'avion qui le ramenait de Rome. Il trouve mon humour inadmissible, notamment ma chronique sur DSK. Il a eu raison de répondre au président de la République, Stéphane Guillon? Il a raison d'insister parce qu'un comique ou un chroniqueur doit être inadmissible. Moi, je serais très attentif à la manière dont ça se traduira dans les faits.
Ça veut dire quoi, c'est inadmissible? Concrètement, c'est-à-dire est-ce qu'il va se faire virer, Guillaume? Je peux pas être plus concret. Est-ce que pour le responsable de France Inter, Jean-Paul Cluzel, va être viré? Son mandat vient bientôt à expiration. Fin mai, oui. Fin mai. Je serai très attentif à ça parce que entre la passe d'armes à distance et des mesures qui seraient des mesures de censure, il y a un fossé. Et moi, je suis un observateur. Je serai très pointilleux. Oui. Merci beaucoup Éric Nolot d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Le bourgeois gentilhomme avec Christian Clavier dans le rôle de Monsieur Jourdain, c'est un téléfilm prestige, un gros budget pour France 3. Le tournage vient de s'achever dans la région parisienne et notre envoyé très spécial Raphaël Baillot était sur place. Rencontre avec Christian Clavier, rencontre, comment dire, pas facile. Bonjour à tous, je suis au château de Champlâtreux dans le nord de Paris. C'est ici qu'a lieu le tournage du Bourgeois gentilhomme, un téléfilm pour France 3 adapté de la pièce de Molière. L'histoire, c'est celle d'un bourgeois qui veut devenir aussi branché que les nobles de la cour de Louis XIV. Et c'est Christian Clavier et Michel Bernier qui officient dans le rôle de Monsieur et Madame Jourdain. Première étape, la salle des costumes, il est 11h. Christian Clavier arrive avec Nicole Sonneville, l'attachée de presse de la production. Bonjour, Raphaël. Voilà. Raté pour Christian Clavier. Enfin, si vous voulez venir déjeuner, parce que Christian ne ferait pas l'interview tout de suite. Bon, j'ai compris. Pour l'interview du bourgeois gentilhomme, faudra attendre. Heureusement, je tombe sur Michel Bernier en pleine séance de corsetage. Et oui, c'est comme ça qu'on entre dans la peau de Madame Jourdain. C'est un costume compliqué, racontez-moi. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est plus habitué, donc heureusement d'ailleurs. Mais oui, c'est le moment un peu délicat de l'enfilage du corset. Il y a combien de couches comme ça, successives? Pour l'instant, il y en a 2, après il y en a une 3e, après encore ici la jupe. Voilà. Et tout ça va durer 1h30 de préparation. Mais il y a quand même des compensations, comme jouer avec le beau François Vincentelli. Il interprète Dorante, le séducteur un peu filou de la pièce. Et souvenez-vous, c'est lui le beau gosse qui sait conduire une super voiture dans Clara Scheller. Après Clara Scheller, ça vous fait plaisir de faire du répertoire classique? Ça doit changer un peu, j'imagine. Ça fait surtout 10 ans que j'avais pas étudié du classique et je peux vous dire que j'ai cru que j'y arriverais jamais. Bon, c'est pas tout ça de flirter. Je ferais mieux d'aller au château pour le tournage des scènes avec Christian Clavier. Tiens, justement, c'est pas lui qui arrive là? On peut se voir juste 2 minutes parce bientôt. Que... Je m'appelle. Non, c'est vraiment trop injuste. Allez, direction le décor du tournage. La scène du jour est un dîner entre Monsieur Jourdain, Dorante le charmeur et la belle que tout ce petit monde convoite, Dorimène, jouée par Audrey Fleurot. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant. Coupé! À 14h, l'équipe fait une pause. Peut-être enfin le moment d'alpaguer Christian Clavier. Ma première technique, le sourire complice, s'avère totalement inefficace. Du coup, je tente une approche l'air de rien via le buffet. Christian, est-ce que vous voulez bien m'expliquer la scène qui est en train de se tourner? Non, parce que je vais la tourner, donc je vous l'expliquerai après. Avec plaisir après, mais là, non, parce que là, ils vont m'appeler. Je vais trouver des trucs, je ne peux pas me mettre dehors et dedans. Eh ben au moins c'est clair. En attendant Christian, je vais questionner Gérard Jourduy, le producteur. C'est lui qui a financé la série des Maupassants pour France Télévisions, un succès d'audience et d'estime. Mais en 2009, Gérard, c'est pas un peu fou de faire du Molière en prime time? Que suivant ce que l'on produit pour la télévision, on peut espérer tant de millions de spectateurs. On sait que la barre n'est pas très haute sur un Molière. À combien? À un peu plus de 2 millions, je crois que c'est le maximum. Mais c'est déjà énorme qu'on puisse faire à 20h30 sur une chaîne de télévision un accès possible à ce type d'œuvre. En résumé, France 3 croit en la culture. Un téléfilm comme Le Bourgeois gentilhomme, c'est un budget d'environ 3 millions d'euros. En tout cas, j'ai bien fait de patienter car à 18h, miracle. Je vais être à vous dans 2 minutes. Voilà. Génial. Christian Clavier est presque disponible. Bon, je voulais faire l'interview dehors, mais pas de chance. Je suis pas sûr je vais rester dehors avec la perruque. Alors on rentre. Parce que il faudrait pas que faudrait pas abîmer le costume quand même. Bon, finalement j'ai réussi à l'interviewer, Christian Clavier. Et il est convaincu que la pièce est assez moderne pour intéresser le public d'aujourd'hui. C'est un bourgeois qui veut être branché. Voilà, c'est ça. En fait, ça a des résonances aujourd'hui énormes. Qui ne veut pas être branché? Et donc se faire abuser par les branchés quand on veut être branché, c'est extrêmement facile. C'est ce qui lui arrive. Dès qu'il apprend un peu, ça l'ennuie. Et comme les gens qui ont souvent beaucoup réussi dans un domaine, il a un avis péremptoire sur tout et il laisse tomber très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il est amusant. Merci, Monsieur Jourdain. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt, j'espère. Merci d'avoir attendu si longtemps. De rien. Au revoir. Au revoir. Mais oui, vous êtes tout excusé, Christian. Allez, à la semaine prochaine.
Voilà, le bourgeois gentilhomme, c'est prévu pour fin 2009 sur France 3 et en prime time. Plus clair, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, c'est à 12h40. C'est en clair. Très bon week-end. Bye bye.